qu'on doit écouter la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui s'exprime en ce moment. On l'écoute. Les États-Unis, le Royaume-Uni et également le Japon et d'autres. Nous allons limiter l'accès au marché des capitaux pour la Russie et ces sanctions auront un impact lourd. L'économie russe fait déjà face à une pression énorme depuis des semaines et cette pression sera accrue. Ces sanctions auront un impact fort sur la croissance économique russe, augmenteront l'inflation, augmenteront également la réduction des flux de capitaux et nos sanctions ensuite permettront également de limiter l'accès de la Russie à des technologies cruciales. Nous souhaitons fermer l'accès à la Russie aux technologies dont elle a besoin aujourd'hui pour bâtir l'avenir. Nos mesures affaibliront la position technologique de la Russie dans des domaines clés, en particulier les domaines dans lesquels l'élite russe gagne le plus d'argent. Nous ciblerons notamment le secteur des logiciels et tout cela aura un impact dommageable fort sur l'économie russe à l'avenir. Permettez-moi d'être très clair. Ce sera au président Poutine d'expliquer tout cela à ses propres citoyens. Je sais que le peuple russe ne souhaite pas de cette guerre. L'Union européenne et l'OTAN travaillent en étroite collaboration et cette crise nous rassemblera encore plus. Notre devoir partagé est de contrer de manière unie cette agression sur le sol européen. Notre unité est notre plus grande force. La Russie a tenté de nous affaiblir et de nous désunir, mais ils ont échoué. Nous sommes plus unis, plus déterminés que jamais. Nous sommes une seule union, une seule alliance déterminée et unie. La nuit dernière, un cataclysme a eu lieu en Europe, une agression violente, flagrante de la part de Vladimir Poutine, une agression envers des êtres humains, une attaque militaire de grande échelle envers le peuple ukrainien. Cette attaque non provoquée et non justifiée ne ressemble à rien de ce qui s'est passé en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est inédit depuis 1945. C'est une attaque envers le territoire ukrainien, son intégrité territoriale, sa souveraineté. C'est une violation flagrante du droit international, de l'état de droit, qui a été remplacé par la brutalité. C'est une attaque envers la paix et la sécurité en Europe. C'est également une attaque envers les fondements de notre Union européenne, c'est-à-dire notre projet de paix, de prospérité pour tous les Européens. L'Union européenne et ses États membres, main dans la main avec nos alliés, demanderont à la Russie de rendre des comptes. Le Conseil européen sera convoqué aujourd'hui et conviendra en principe d'un train de sanctions ciblées et massives. Nous conviendrons également d'une aide politique, financière et humanitaire envers l'Ukraine et son peuple. Les villes ukrainiennes ont été frappées, des innocents ont été tués, des femmes, des hommes, des enfants fuient pour protéger leur vie. Ils ont besoin de notre appui aujourd'hui plus que jamais. Nous avons également discuté des implications géopolitiques, économiques et humaines de cette agression envers l'Ukraine et je ne pense pas que le peuple russe souhaite la guerre. Vous ne souhaitez pas en Russie perdre la vie de jeunes hommes pour une guerre sans intérêt, qui n'a aucun sens. La Russie ne pourra pas continuer à justifier cette guerre insensée. J'en appelle au peuple russe. Vous avez le choix de ne pas suivre ces actions destructrices. Vous avez le choix de ne pas participer à cette tragédie sans nom et insensée envers le peuple ukrainien. Nous sommes unis, nous sommes fermes, ensemble avec l'OTAN, ensemble avec nos amis, ensemble avec nos partenaires, nos alliés, pour aider l'Ukraine et pour protéger la paix en Europe. Nous sommes solidaires avec tous les pays de ce monde qui souhaitent protéger l'ordre international fondé sur des règles au nom de la paix. Merci.
Charles Michel, Ursula von der Leyen, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Charles Michel parle de cataclysme en Europe. La présidente de la Commission européenne dit que la stabilité en Europe est menacée. Il y aura un sommet des 27 ce soir à 20h avec de nouvelles sanctions. On est toujours dans les grandes déclarations, là, Bruno. Oui, alors on est dans les grandes déclarations. La seule chose un peu concrète, c'est... il y a deux choses en fait un peu concrètes. C'est les sanctions économiques ciblées massives, donc la deuxième vague, qui vont être dévoilées. Donc oui, ça c'est une réponse, puisqu'il ne peut pas y avoir de réponse militaire. Donc il y a cette réponse-là. Et puis une aide politique, financière, humanitaire à l'Ukraine, comme vient de le dire Charles Michel. Certains pays aussi au sein de l'Union européenne estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne devrait être accélérée. Enfin, on voit bien que les deux calendriers ne vont pas au même rythme. Parce que même si on accélère une demande d'adhésion de Kiev à l'Union européenne, ça prend quand même des semaines et des mois, même en accélérant. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, fait rouler ses chars vers Kiev, notamment avec... la question, quand même, ce matin, qu'est-ce qu'il veut faire exactement maintenant en Ukraine ? Est-ce que c'est, comme il dit, une opération spéciale pour aller dézinguer, passez-moi l'expression, ceux qu'il appelle les nazis de Kiev. Dénazifier, voilà. Quand il a employé ce matin démilitariser et dénazifier, il y avait un objectif militaire qui était d'exiger que l'armée ukrainienne soit totalement désarmée, comme ça assure la neutralité de l'Ukraine, c'est clair. Et puis dénazifier, ça veut dire qu'il estime que le président Zelensky et son gouvernement légitimement élu et largement élu démocratiquement, eh bien c'est une junte en fait composée de nazis. Donc là on est dans un monde parallèle, le monde parallèle de Vladimir Poutine, et que donc... On parle de génocide aussi, hein. Oui, alors il parle de génocide de l'armée ukrainienne dans les deux républiques autoproclamées du Donbass pour justifier en fait. Et donc en fait, objectif militaire, objectif politique, si on comprend bien, c'est d'aller à Kiev pour dégager le gouvernement ukrainien et le président Zelensky et y installer, parce qu'il en reste en Ukraine, des pro-russes. Une occupation sur le long terme, ça paraît plus compliqué parce que notamment dans tout l'ouest de l'Ukraine, il y a quand même des millions d'Ukrainiens qui n'ont pas envie de se retrouver sous la férule russe. Donc il y aura des formes de résistance, y compris des formes de résistance civile. Avec 200 000 hommes, c'est quand même très compliqué de tenir un pays comme l'Ukraine, qui est plus grand que la France. L'Ukraine, c'est 600 000 km², donc ça paraît extrêmement compliqué. Mais on ne sait jamais maintenant avec Vladimir Poutine, puisque vous savez, quand ce genre de d'homme autoritaire, on va dire, de dictateur, dit Boris Johnson. De dictateur, selon Boris Johnson, part dans ces logiques-là, ces logiques de guerre, comme disait le président Mitterrand, on ne sait pas où ça s'arrête. Et maintenant, il y est jusqu'au bras. Il y est bien enfoncé. Donc, il est parti là-dedans. C'est difficile aussi d'arrêter une armée qui est partie en mouvement. Il faudra beaucoup de discipline si vraiment son objectif, c'est de viser les bâtiments militaires et civils stratégiques des autorités ukrainiennes. On voit qu'il y a déjà eu des victimes civiles quand même, nous disaient nos envoyés spéciaux sur place. Ou s'il envisage une plus grande occupation de l'Ukraine, auquel cas ça prendra encore une autre forme. Bon, Roselyne, on revient quand même vers vous. Oui. On termine cette parenthèse sur l'élection présidentielle parce que c'est important. On est à 50 jours du premier tour, à moins de 50 jours du premier tour. La campagne continue et il y a ces déclarations d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Marine Le Pen qui n'ont pas vu le danger finalement russe. Oui, et surtout les trois, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, notamment Éric Zemmour qui disait la Russie n'envahira jamais l'Ukraine. Il y a quelques jours encore. Donc, quelque part, ça devient décrédibiliser ces trois personnages qui, d'ailleurs, étaient ces trois personnages, deux en tout cas, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui sont susceptibles d'être présents au second tour. Donc là, c'est décrédibilisation totale. Oui, ça peut les affaiblir, ça ? Oui, je pense.
Je pense. Alors aujourd'hui, il rentre dans le rang. On a entendu Jean-Luc Mélenchon qui dit que Poutine est le traité d'agresseur. Voilà. Éric Zemmour qui demande l'arrêt des hostilités. Oui, et que Emmanuel Macron, Russie, oui. dont il critiquait d'ailleurs le fameux raid diplomatique lorsqu'il est allé à Moscou et à Kiev, demande en réalité de refaire ce chemin qui ne sert plus grand-chose aujourd'hui, alors que la diplomatie continue, bien évidemment. Mais là, on est au-delà de la diplomatie. Maintenant, ce sont les sanctions. Donc, ce qui va se passer, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, le président qu'on poussait à être candidat, en vérité, eh bien, va rester dans son rôle de président. Et il rentrera dans le rôle du candidat au dernier moment, c'est-à-dire le 4 mars, qui est la clôture par le Conseil constitutionnel des candidatures. Et il va cheffer jusqu'au bout et personne ne va lui reprocher. Donc, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron qui a toujours dit qu'il y avait, dans ses discours, il dit toujours le tragique de l'histoire. Et à un moment, il avait dit une phrase qui m'avait d'ailleurs interpellée. Il avait dit « Ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire redevient tragique ». Une phrase assez, une sorte d'oxymore en quelque sorte. Et comme s'il avait la prescience que l'histoire était effectivement tragique. Comme s'il était là pour, je ne sais pas, comme s'il avait quelque chose aussi d'une mission, puisqu'il l'a toujours évoqué, cette idée de tragique. Et aujourd'hui, cette position qu'il a d'un président dans l'histoire tragique, eh bien, ça va sans doute renforcer sa posture on va dire jupitérienne, en tout cas d'homme, de président, de chef de guerre. Et les Français risquent, en tout cas avant l'élection, de se tourner vers lui, puisque c'est lui qu'on va écouter d'une manière solennelle et qui va dire aux Français, si la guerre continue, vous avez de quoi vous inquiéter ou pas, à cause du prix de l'énergie, évidemment, puisque c'est quand même la priorité des Français quand on voit, c'est le pouvoir d'achat. Donc tout ce qui est lié à l'énergie, bien évidemment, et ça c'est la grande crainte du président de la République, puisque le pouvoir d'achat et le prix de l'énergie est un sujet hautement inflammable, si je puis me permettre ce jeu de mots. Voilà, Emmanuel Macron très actif dans le dossier ukrainien. Il y a eu ces allers-retours entre Kiev et Moscou, ces nombreux coups de fil à Volodymyr Zelensky et à Vladimir Poutine. Il a tenu un conseil de défense ce matin à l'Élysée. On a entendu son compte-rendu. Il demande une réunion urgente de l'OTAN qui aura lieu demain. Il doit participer, le président, à une visioconférence du G7 dans l'après-midi avant de se rendre à Bruxelles donc pour ce sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne à 20h. Merci.